parmi vous, et je remercie évidemment Jacques Berchtold et toutes les équipes du musée, de la Fondation, pour leur générosité et leur fidélité. Je vais donc vous parler de ce tableau, l'Ugolino de Sir Joshua Reynolds, mais je ne vais pas en parler tout de suite, car il me faut, pour vraiment vous le présenter, vous le contextualiser, et donc je vais réaliser un petit détour par Chaucer, par Gerstenberg, puis surtout par les auteurs et les artistes anglais du XVIIIe siècle, pour pouvoir comprendre dans quel contexte ce tableau a été produit et quelle est son éventuelle singularité. Dans sa 22e lettre philosophique, écrite en 1726, consacrée, comme l'indique son titre, à Monsieur Pope et quelques autres poètes fameux, Voltaire se désole de l'ignorance des lectrices et des lecteurs européens qui, selon lui, les empêchent de goûter parfaitement au plaisir des œuvres anciennes ou traitant d'événements du passé déjà oubliés. Il écrit ainsi : « On ne lit plus le Dante dans l'Europe, parce que tout y est allusion à des faits ignorés. Il en est de même du Libras. La plupart des railleries de ce livre tombent sur la théologie et les théologiens du temps. Il faudrait à tout moment un commentaire. La plaisanterie expliquée cesse d'être plaisanterie, et un commentateur de bons mots n'est guère capable d'en dire. » Cette affirmation de Voltaire, quant à la fortune critique de Dante, a suscité, on le sait, de nombreuses réactions en Europe. Parmi elles figure celle de Giuseppe Baretti, un écrivain italien installé en Angleterre en 1751, et qui répond à l'auteur français dans A Dissertation upon the Italian Poetry, 1753. Il y défend les qualités des grands auteurs italiens, alors que Voltaire déclarait non sans mépris, je cite, que la douceur et la mollesse de la langue italienne s'étaient insinuées dans le génie des auteurs français. Ce n'est pas un éloge pour lui. Baretti, dans son livre, qui est une défense de la langue et de la littérature italienne, rappelle le grand succès de Dante en Europe, donc je dirais nie l'affirmation de Voltaire qui disait qu'on ne lisait plus de Dante, et plus particulièrement en Angleterre. Contrairement à ce qu'affirme Voltaire, en effet, les vers de Dante ont depuis très longtemps suscité l'intérêt des poètes puis des peintres britanniques. Nous avons cité à l'instant, plutôt Jacques a cité à l'instant, le précédent, la première, de Geoffrey Chaucer, qui affiche son admiration pour la Divina Commedia, la Divine Comédie. Il puise à plusieurs reprises dans le réservoir quasi inépuisable de ces images et de ces métaphores, s'intéressant plus spécifiquement à un récit qui demeurera jusqu'au XIXe siècle, celui qui reviendra le plus souvent sous la plume des poètes et des savants, comme sous le pinceau des peintres ou le burin des sculpteurs. Je veux parler de l'épisode d'Ugolino et de ses fils au chant 33 de l'Inferno. Cette fascination pour Dante, en général, mais aussi pour l'histoire d'Ugolino en particulier, ne s'est pas éteinte au fil des siècles. On le retrouve notamment chez John Milton. Mais qu'il me soit permis ici d'en faire un rapide inventaire pour le XVIIIe siècle, vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi, non seulement parce qu'un certain nombre de ces auteurs sont assez méconnus du grand public, mais aussi parce que leur nombre dit quelque chose de l'extraordinaire réception que les vers de Dante ont pu connaître dans la Grande-Bretagne durant cette période. Dans cette réception, le peintre et théoricien de l'art Jonathan Richardson a joué un rôle absolument central. En 1719, il est en effet le premier auteur anglais du XVIIIe siècle à réaliser une traduction en vers blanc de l'histoire d'Ugolino, qu'il publie dans ses Two Discourses. Nous y reviendrons. Dans ses Explanatory Notes and Remarks on Milton's Paradise Lost, en 1734, il écrit avec son fils homonyme toute une série de textes qui montrent les emprunts à Dante par John Milton. Et ces textes ont joué un rôle vraiment très très important dans la diffusion non seulement du texte de Dante, mais également des premiers commentaires critiques consacrés au texte de la Divine Comédie. Pour Richardson, qui rappelle la place que le peintre italien Raphaël d'Urbin avait accordée à Dante dans son Parnasse, aux côtés des plus grands poètes de l'Antiquité gréco-romaine. Malheureusement, la Fondation Bonnard n'a pas pu faire venir les fresques des loges, les fresques des stanze, c'est un petit peu compliqué de les faire venir ici, donc on va se contenter des photographies.
Donc il place Dante dans son Parnasse, aux côtés des plus grands poètes de l'Antiquité gréco-romaine, la poésie de Dante étant l'une des seules, donc, pour Raphaël, à pouvoir rivaliser avec celle d'Homère. Je vous cite le passage. In the Parnassus, one of the famous pictures of Raphael in the Vatican, Dante is represented as having his eye upon Homer. Vous voyez que l'Homère aveugle se trouve dans le champ. Alors, en fait, il n'est pas dans le champ des yeux de Dante, mais sur la fresque, on a le sentiment que Dante est orienté vers Homère. Had Milton been put there, Homer and he ought to have been embracing each other. Donc, Richardson imagine que Milton aurait dû peut-être être intégré dans ce magnifique aréopage de poètes anciens et modernes. Quelques années plus tard, entre 1737 et 1740, le poète et historien Thomas Gray propose à son tour une traduction de l'histoire du Ugolino qui ne sera publiée qu'en 1966 dans l'édition de ses poèmes complets. Sans doute en parle-t-il à certains de ses amis et de ses correspondants comme Horace Walpole, l'un des pères de la littérature gothique et horrifique anglaise, qui s'inspire de Dante à de nombreuses reprises, notamment dans le Château d'Otranto, évidemment, et le critique Joseph Warton, qui en 1756 proposera à son tour, en prose, une traduction de l'épisode d'Ugolino dans le premier des 2 tomes de son Essay on the Genius and Writings of Pope. Nous savons qu'en 1760, une traduction complète de la Divine Comédie est réalisée par le poète William Huggins. Traduction malheureusement perdue, par ma connaissance en tout cas, comme celle réalisée en 1761 par le célèbre musicologue Charles Burney, qui est accessoirement, si vous aimez la littérature anglaise, le père d'une des plus grandes romancières britanniques du XVIIIe siècle, le modèle de Jane Austen, Fanny Burney. Burney, lui, le père, réalise une traduction de l'Inferno. En 1772, vous voyez l'accumulation des traductions anglaises, ce sera au tour de Frederick Howard, 5e comte de Carlisle, donc pas un poète professionnel, un poète amateur, de réaliser sa propre version de l'histoire de l'Ugolino, avant, 9 ans plus tard, Thomas Warton, dans le 3e tome de son History of English Poetry, 1781. Vous remarquerez d'ailleurs que ces traductions s'inscrivent dans des livres qui ne sont pas du tout consacrés à la littérature italienne. Donc, ce sont à chaque fois des digressions où la traduction du texte est une sorte de passage obligé. À la fin du XVIIIe siècle, les intérêts des poètes et des traducteurs s'étendent à d'autres passages de la Divine Comédie. En 1782, William Haley propose une traduction des 3 premiers chants de l'Inferno, et la Divine Comédie est intégralement traduite par Charles Rogers durant la même année. D'ailleurs, je crois que l'édition de gauche est aussi à la Fondation Baudemer. Je ne pourrais pas citer, je n'ai pas par cœur l'ensemble des éditions qui sont ici, mais j'ai vu dans le catalogue qu'il s'y trouvait. 3 ans plus tard, le premier chant fait aussi l'objet d'une traduction libre de Henry Boyd. S'il faut attendre 1802, donc, pour que la Divine Comédie soit intégralement traduite en anglais et publiée par Henry Boyd, cette traduction achève, vous le voyez, couronne, pour ainsi dire, un lent et profond mouvement d'intégration et, dirais-je, d'acculturation du poème dantesque dans la culture britannique du XVIIIe siècle. Ce que confirme d'ailleurs Percy Shelley dans A Defense of Poetry en 1821, où il met Dante et Milton sur le même plan, affirmant que The Divina Commedia and Paradise Lost have conferred upon modern mythology a systematic form. Cette culture, toutefois, je l'ai dit, c'est d'abord centrée, et cela depuis Chaucer, sur un épisode spécifique de la Divine Comédie, qui est celui d'Ugolino et de ses fils. Un épisode si célèbre, là je renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure, là je vous en montre la première page, si célèbre qu'en 1768, Heinrich Wilhelm von Gerstenberg lui consacre une tragédie entière intitulée Ugolino. Avant d'aborder la question de la traduction et de la représentation de cette histoire, je me permets tout de même de rappeler dans ses grands traits cette histoire, qui concerne Ugolino della Gerardesca, qui nous est connu aussi bien par Dante que par un historien florentin contemporain, Giovanni Villani, dont la Nuova Cronica, entre 1308 et 1348, est également lu au XVIIIe siècle. C'est un texte qu'on connaît aussi au XVIIIe siècle. Nous sommes en Italie au XIIIe siècle. Dans le pays sévit une guerre violente entre les Guelfes, partisans de la suprématie du pape, et les Gibelins, favorables à l'autorité de l'empereur. Dans sa jeunesse, Ugolino avait partagé les vues des Gibelins avant de les trahir.
Il finit par prendre le pouvoir dans la ville de Pise et de faire régner sur la ville un véritable climat de terreur, tuant tous ceux qui osent défier son autorité. Sa tyrannie ne dissuade pas toutefois ses adversaires de se confronter à lui, et autour de l'archevêque de Pise, Ruggeri Ubaldini, une conspiration est fomentée, et les adversaires du vieil Ugolino, qui est alors âgé de 80 ans, finissent par l'emporter, et en 1288, le jette en prison, en compagnie de ses fils, Uguccione et Gado, et de ses petits-fils, Nino et Anselmuccio. En fait, dans la littérature, on parle toujours de ses fils, mais en réalité, techniquement, il y a 2 fils et 2 petits-fils, mais on va dire que ce sont ses fils de façon générale, sa descendance masculine. Évitant ainsi, évidemment, les choix terribles du père, et évitant que les choix terribles du père n'inspirent sa propre descendance. C'est une façon, évidemment, de couper la descendance d'Ugolino. Le père et ses fils sont d'abord nourris dans la geôle, avant que l'archevêque ne décide que les clés du cachot ne soient jetées dans l'Arno, condamnant Ugolino et ses 4 enfants à mourir de faim. Leur dépouille sera plus tard enterrée dans le cloître de l'église San Francesco jusqu'en 1902, date à laquelle ils furent exhumés et transférés dans la chapelle de la famille Gelatesca. Et c'est ici que la légende succède à l'histoire. Une légende qui doit sans doute beaucoup à l'une des pages les plus glaçantes de la Divine Comédie, qui correspond, dans laquelle donc Ugolino est représenté et mis en scène dans le cachot, accompagné de ses enfants. Mais avant cela, cette scène est narrée par Ugolino lui-même, racontant son histoire à Dante, visitant l'un des cercles de l'enfer. Je vous propose de prendre ce texte, car nous travaillerons sur ce texte au cours de cette conférence, et notamment sur certains passages. Il me semble important de pouvoir le reprendre. Alors, pour les italophones de la salle, j'ai gardé le texte en toscan, je vous en propose la traduction française de Marco Schialom en 1996. Je reviendrai, car j'ai d'autres traductions sous le bras. Je commence d'abord par la rencontre entre Dante et Ugolino, qui, dans l'enfer, ronge pour l'éternité le crâne de son bourreau, l'archevêque Ruggeri. Je vous annonce que cette conférence ne sera pas d'une gaieté folle, et un peu désagréable parfois lorsqu'on imagine ce qui se passe devant nos yeux. Mais vous connaissez sans doute ce texte, c'est un texte absolument magnifique. Nous avions déjà quitté cette ombre, c'est Dante qui parle naturellement, quand je vis 2 gelés dans un trou, le chef de l'un coiffant le chef de l'autre. Et comme on mord le plein quand on a faim, celui du haut mit dans l'autre ses dents, là où la nuque s'attache au cerveau. Tidée dans sa fureur rongea les tempes de Ménalippe moins férocement que ce damné, le crâne et l'intérieur. Ô toi qui par un signe si bestial montres ta haine à celui que tu manges, dis-moi la cause, dis-je. Et à tel pacte que si de lui tu te plains à bon droit, sachant quel fut son crime et qui vous êtes, dans le monde d'en haut je te le rends, si ne sèche la langue qui te parle. Ce pécheur souleva son nez hideux, sa bouche, la torchant au poil du crâne que par derrière il venait de broyer. Puis il me dit, « Tu veux que je ravive un désespoir qui oppresse mon cœur, rien qu'en pensant, avant toute parole. Mais si les mots peuvent être semences de honte pour le traître que je ronge, le traître c'est évidemment l'archevêque qui l'avait plongé dans le cachot, évidemment. Au milieu de mes pleurs, je parlerai. Je ne sais qui tu es, ni la manière dont tu nous es venu, mais à t'entendre, tu me parais bien être un Florentin. Je fus le comte Ugolino, sache-le, et celui-ci fut Ruggeri, l'archevêque. Apprends ce qui lui vaut mon voisinage, que par l'effet de ses pensées perverses, j'ai pu, confiant en lui, être arrêté puis mis à mort, il est vain de le dire. Mais ce que tu ne peux avoir appris, c'est-à-dire l'horreur que fut ma mort, tu l'entendras pour juger de l'offense. Puis ensuite, Ugolino commence le récit de son emprisonnement et de ses dernières heures, et c'est ce récit véritablement qui sert de matrice aux œuvres dont je parlerai. C'est donc un récit dans le récit. Un soupirail dans la tour de la mue, qu'on surnomme par moi tour de la faim, et où d'autres encore seront reclus, m'avait déjà laissé voir par sa fente plusieurs lunes, quand j'eus le mauvais songe qui me rompit le voile du futur. Cet homme-ci, Ruggeri, semblant maître et seigneur, allait, chassant le loup et ses petits, sur le mont qui à Pise cache Luc.
Il avait mis en ligne devant lui les Gualandini, les Sismondi et les Lanfranchi, flanqués de chiennes maigres, lestes, sûres. Ayant fui quelque peu, père et petit, déjà me semblait là. Et je crus voir des crocs aigus leur déchirer les flancs. Il raconte donc voir de son cachot les divertissements et les chasses de l'archevêque. En éveil, avant l'aube, j'entendis mes fils pleurer à travers leur sommeil, tout près de moi, et demander du pain. Tu es cruel si déjà tu ne souffres, pensant au mal que mon corps pressentait. Et si tes yeux sont secs, quand pleures-tu? Eux s'éveillaient déjà. Déjà l'heure était proche où l'on nous apportait la nourriture, mais chacun s'angoissait d'un rêve unique. Or, c'est le moment donc où les clés vont être jetées dans l'armoire. Or, j'entendis qu'à la porte du bas, l'on enclouait l'horrible tour. Muet, je regardais mes fils droit au visage, mais sans un pleur, pétrifiant dedans. Ils pleuraient, eux. Et mon Anselmuccio dit « Comme tu regardes, qu'as-tu, père ?» Moi, je contins mes larmes sans répondre, tout ce jour-là, toute la nuit suivante, jusqu'au retour du soleil sur le monde. Lorsqu'un mince rayon se fut glissé dans le triste cachot, et quand je vis mon propre aspect sur leurs 4 visages, mes 2 mains de douleur, je les mordis, et eux, pensant que c'était par désir de nourriture, aussitôt se levèrent et dirent « Père, nous aurons moins mal si tu manges de nous. Ces pauvres chairs, tu nous en as vêtues, défais-nous-en. » Je me tins quoi pour ne plus les peiner. Nul ne parla, ni ce jour-là, ni l'autre. Dure terre, ah, tu aurais dû t'ouvrir. Quand fut venu le 4e jour, Gado à mes pieds se jeta étendu, disant « Mon père, es-tu maître si peu ?» Il mourut là, et comme tu me vois, je vis tomber un à un les 3 autres, avant le 6e jour. Alors j'en vins à me traîner sur eux sans plus y voir. Les élans, déjà morts, durant 2 jours. Puis la faim fut plus forte que le deuil. On viendra sur ces vers très importants. Cela dit, les yeux torves, le triste crâne entre ses dents, qui furent fortes comme d'un chien, pour briser l'os. Dans ce récit terrible, le thème de l'infanticide, mais également de l'anthropophagie paternelle, est omniprésent. Dans son intervention première, Anselmuccio propose clairement à son père de le dévorer, de se défaire de ses propres chairs, ainsi que ses frères. Une idée reprise par Gado, qui demande à son père de l'aider, sans doute en le tuant avant de le manger. Mais Dante demeure volontairement allusif, d'une part parce qu'il souhaite, à travers les 4 enfants, mettre en scène la cruauté d'un homme par la faute duquel ses fils sont morts, et dont les choix funestes ont comme dévoré sa propre engeance. Et d'autre part, pour suivre le célèbre précepte horacien édicté dans l'art poétique, qui conseille de faire travailler l'imagination des lecteurs plutôt que de leur mettre sous les yeux des horreurs obscènes. Je vous rappelle Horace, ce fameux passage, « L'esprit est moins vivement frappé de ce que l'auteur confie à l'oreille que de ce qu'il met sous les yeux, c'est témoins irrécusables. Le spectateur apprend tout sans intermédiaire. Cependant, ne met pas sur la scène ce qui doit se passer dans la coulisse et soustrait au regard certains faits que viendra raconter un témoin oculaire. Ce n'est pas devant le public que Médée doit massacrer ses enfants, l'exécrable Atrée faire cuire les membres de ses fils, Procné se changer en oiseau, Cadmus en dragon. Je n'ajoute aucune foi à de tels spectacles et je ne les admets pas. Je reviendrai sur cette idée, selon laquelle, pour pouvoir créer un choc visuel ou un choc discursif, il faut passer par une périphrase. On reviendra là-dessus car c'est un choix qu'a fait Reynolds dans son tableau. Mais Dante n'en demeure pas moins ambivalent, notamment dans le vers le plus fameux de ce passage, Poscia più che il dolor pote digiuno. La traduction que je viens de citer propose ainsi, pour ce passage, puis la faim fut plus forte que le deuil. En 1883, Auguste Briseux suggère puis la faim eut plus de puissance que la douleur. Et en 1867, Antoine de Rivarol, dont la traduction est d'ailleurs à la Fondation, la faim éteignit en moi ce qu'avait laissé la douleur. On décèle dans ces choix de traduction des choix d'interprétation en réalité. Certains font comprendre que c'est la faim plus que le deuil qui a tué Ugolino, tandis que d'autres laissent entendre que la faim a été plus forte que le deuil et qu'Ugolino a finalement mangé ses enfants. On retrouve les mêmes hésitations dans les traductions anglaises que j'ai citées tout à l'heure au XVIIIe siècle. Jonathan Richardson écrit « What grief could not that famine, je ne sais pas comment on dit, did ».
Une traduction qui laisse effectivement planer le doute sur la possible anthropophagie de Ugolino, puisque ce que le deuil ne put faire, la famille ne le put. C'est-à-dire faire mourir Ugolino, ou bien dévorer sa propre progéniture. Entre 1737 et 1740, Thomas Gray propose dans le même esprit « What sorrow could not, famine did ». En 1753, Giuseppe Baretti semble privilégier plus explicitement l'interprétation de la dévoration. « Then hunger vanquished my grief ». Le même choix est fait par Joseph Warton, 3 ans plus tard, qui reprend la traduction de Baretti. « Then hunger vanquished my grief ». En 1772, la traduction du conte de Carlyle est plus libre et demeure sur la même ligne. « Pale hunger did what grief refused to do ». Thomas Warton est donc l'un des rares, en 1781, à faire un autre choix de traduction en choisissant une interprétation moins scandaleuse. « At length, famine finished my torments ». Alors lui, clairement, il prend la piste, je dirais, convenable, sinon. La traduction favorisant l'option anthropophagique est encore celle que Charles Rogers choisit dans sa traduction intégrale du poème « Then fasting was more powerful than war ». Comme on le voit ici, l'épisode d'Ugolino, s'il est connu depuis Chaucer, n'acquiert sa véritable réputation en Grande-Bretagne qu'à travers ces querelles de traducteurs que je viens d'évoquer, et qui tournent autour de l'interprétation, pathétique ou simplement touchante, de la fin d'Ugolino et de sa progéniture. Mais si cette querelle éclate durant le premier tiers du XVIIIe siècle, dans les années 1719-1722, c'est aussi parce que le poème vient relayer d'autres débats littéraires, poétiques, esthétiques, autour d'une notion de plus en plus centrale, qui est celle du sublime. Une notion qui existe depuis très longtemps, mais qui a été réactivée d'abord par la traduction par Boileau du pseudo-longin traité du sublime, puis ensuite, beaucoup plus tard, par Edmund Burke. Si en effet Dante bénéficie de telles faveurs en Angleterre, c'est en grande partie en raison des qualités jugées proprement sublimes de sa poésie. Richardson, que j'ai cité tout à l'heure, est le premier à noter que ce sont les idées les plus sublimement poétiques de Dante qui intéressent Milton. Et qui l'intéressent, oui, évidemment. Certes, dans A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas and of the Sublime and Beautiful, ce texte fondateur, fondamental, assez original, singulier de Burke en 1757, Dante n'est pas cité, Homère, Milton, mais pas Dante. Mais avant Burke, de nombreux auteurs placent Dante parmi les auteurs proprement sublimes. Dans un long passage que Jonathan Richardson consacre dans son essai on the Theory of Painting, 1725, au thème du sublime, qu'il présente comme l'art de communiquer the greatest and most noble thoughts, images and sentiments conveyed to us in the best chosen words, Dante est placé au même niveau que Shakespeare, Milton et Pope. Et un an avant la publication du célèbre traité de Burke, Joseph Warton compare explicitement Dante et Homère, et suggère qu'il pourrait même, Dante, être supérieur à Homère dans le caractère pathétique. Perhaps the Inferno of Dante is the next composition to the Iliad, in point of originality and sublimity. And with regard to the pathetic, let this tale stand a testimony of his abilities. For my own part, I truly believe it was never carried to a greater height. Le commentaire de Richardson, qui, je le rappelle, est peintre de profession, est sans doute le plus intéressant. Il raconte l'histoire du tyran Pisan, emprisonné et affamé avec ses 4 enfants, avant d'évoquer le long passage que Dante lui consacre. The poet carries this story farther than the historian could, c'est le Villani ici, by relating what passed in the prison. This is Dante, was a young man when this happened, and was ruined by the commotions of his times. This great man, in the 33rd canto of the first part of his Commedia, in his passage through hell, introduces Count Ugolino, knowing the head of the treacherous and cruel enemy, the Archbishop, and telling his own sad story at the appearance of Dante. Puis là, ici, le début du passage. Comme de nombreux lecteurs de Dante, et à l'instar de Giuseppe Baretti après lui, Richardson ne retient pas du texte de la Divine Comédie et de sa célèbre phrase, Pochia, etc., l'idée qu'Ugolino est mort après ses enfants de faim plutôt que de chagrin.
Pour lui, le tyran a dévoré sa propre progéniture, après avoir été rendu fou de faim. Sujet sublime, par excellence, en ce qu'il confronte le lecteur à une réalité qui serait simplement insupportable si elle n'était portée par la beauté des vers de Dante. Everyone who hears them read by a person who gives them their proper emphasis, although they do not understand them, will be convinced by the sound that they are as strong, as sonorous as those in any other language. Donc, ce qui est supportable dans le récit de Dante, ce n'est pas le récit lui-même, c'est le son des vers. C'est le son des vers, la musique des vers qui rend finalement supportable l'horreur de la scène elle-même. À l'appui de son analyse, il est intéressant de constater que Richardson ne cite pas un poème ou un autre critique, mais un bas-relief qu'il a eu l'occasion d'admirer dans la collection du peintre Henry Trench. The historian and poet, having done their parts, comes Michelangelo Buonarroti and goes on in a bas-relief I have seen in the hand of Mr. Trench, a modest, ingenious painter, lately arrived from his long studies in Italy. He shows us the Count sitting with his 4 sons, one dead at his feet. Over their heads is a figure representing famine, and underneath is another to denote the river Arno, on whose banks this tragedy was acted. Le fait que Richardson attribue l'œuvre à Michel-Ange, on sait en réalité que l'œuvre est de Piero da Vinci, le neveu de Léonard de Vinci, est tout à fait significatif. Pour Richardson, qui paraphrase ici le théoricien vénitien Ludovico Dolce, Michel-Ange est le Dante de la peinture. Michelangelo was the fittest man that ever lived to cut or paint this story. Il devait être celui qui devait réaliser, c'était le seul artiste véritablement légitime à représenter cette scène. If I had wished to see it represented in sculpture or painting, I should have fixed upon this hand. He was a Dante in his way, and you read him perpetually. 'Tis true, a genius equal to that of Michelangelo may form to itself as strong and proper expressions as these. But where is that genius? Nor can he communicate them to another unless he had also a hand like that of Michelangelo and will take that way of doing it. Pour de nombreux auteurs et peintres britanniques, les pages que Jonathan Richardson a consacrées à l'épisode de Ugolino chez Dante ont résonné comme un véritable défi en réalité. Alors que seul le grand Michel-Ange avait eu le courage et même la témérité de se mesurer à Dante, quel artiste oserait aussi rivaliser aussi bien avec le poète qu'avec le sculpteur, en tentant à son tour de représenter le terrible destin du tyran pisan. Alors je l'ai dit, on sait aujourd'hui que ce n'est pas Michel-Ange qui a réalisé le bas-relief, et je soupçonne Richardson de le savoir. Mais pour lui, ça l'arrangeait mieux que cela fut Michel-Ange. En fait, c'est Piero da Vinci, qui est le premier, sans doute, un des premiers, parmi les artistes que nous connaissons, dont nous avons conservé les œuvres, à avoir illustré l'histoire de Ugolino. Je vous en donnerai quand même quelques autres exemples, c'est un des tout premiers exemples. Notamment des exemples florentins, évidemment. C'est à Florence qu'on va commencer à s'intéresser au texte et à son illustration, j'y reviendrai immédiatement, avec notamment des exemples de Sandro Botticelli, ou de Luca Signorelli à la fin du XVe siècle, qui accordent moins leur attention sur l'aspect pathétique de l'épisode que sur son caractère édifiant, en lien avec la démonstration générale de Dante, car c'est horrifique, mais évidemment pas seulement, c'est une démonstration allégorico-chrétienne. Et en cela, le relief de bronze de Piero da Vinci est original, en ce qu'il va déplacer l'attention de l'ensemble de la Divine Comédie, de son économie d'ensemble, de sa grille d'interprétation religieuse ou morale, à l'épisode véritablement tragique et autonomisé par l'image et le cadrage. Donc on est vraiment ici dans l'isolement de la scène elle-même. Il est d'ailleurs probable que le sculpteur n'ait pas été à l'origine de cette invention, car nous savons que le bas-relief que Pialino a réalisé a été commandé par Luca Martini del Alla, dont les armes familiales, une aile d'aigle dans un bouclier ovale à l'intérieur de la cartouche, est visible au revers du relief. Et Martini, on le sait, était un connaisseur, un savant, un ami de grands artistes comme Bronzino ou Cellini, ou de savants comme Benito Varchi ou Annibale Carri.
Et donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien le texte de Dante, qui connaissait très bien l'histoire de Ugolino et de Florence, et avait travaillé pour la petite noblesse de Florence. Et donc il n'est pas du tout impossible qu'il ait voulu que ce bas-relief fût aussi une illustration de la dépravation morale des Pisans, puisqu'évidemment c'est aussi, Ugolino c'est une figure négative, ce sont les ennemis héréditaires des Florentins, et Pise avait été reprise en 1509. Donc l'enjeu est de pouvoir éventuellement utiliser Ugolino comme un contre-exemple amoral ou immoral des Pisans. Et c'est d'ailleurs confirmé probablement par le texte que Giorgio Vasari consacre à ce bas-relief. C'est pour ça que je soupçonne que Richardson savait que c'est Piero da Vinci, puisque c'est dit chez Vasari et qu'il a lu Vasari. À cette époque, Luca Martini écrivait un commentaire sur la Divine Comédie, donc c'est quelqu'un qui était un exégète de la Divine Comédie, donc on peut supposer qu'il a glissé quelques idées à Piero da Vinci. Il raconta à Piero da Vinci la cruauté décrite par Dante, dont les Pisans et l'archevêque de Rogeri firent preuve à l'égard du comte Ugolino della Gerardesca, en le condamnant à mourir de faim avec ses 4 fils dans la tour, appelée pour cette raison tour de la faim. C'est-à-dire qu'ils sont tous cruels. Ugolino était un tyran et il est mort de la main d'un cruel archevêque. Vinci trouva dans ce récit l'idée d'un sujet nouveau. La suite du commentaire de Vasari fournit des indices supplémentaires sur la manière d'approcher cette œuvre. Piero da Vinci entreprit de faire en cire, en vue d'un bronze, une composition haute d'une brasse et large de 3/4. Il y représenta 2 des fils du comte mort, un autre en train d'expirer, le dernier épuisé par la faim, à toute extrémité, sur le point de rendre le dernier soupir. Le père effondré et misérable, aveugle, éperdu de douleur, aveugle, ça renvoie un tout petit passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, on dit qu'il perd la vue, après la mort de ses enfants. Éperdu de douleur, cherche à tâtons le corps de ces malheureux enfants gisant à terre. Vinci a montré dans cette œuvre le pouvoir du dessin, disait Ennio, autant que Dante avait montré dans ses vers la puissance de la poésie. Le pictura poésie, c'est assez traditionnel. Ceux qui regardent la cire du sculpteur ne sont pas moins émis que ceux qui écoutent les accidents et les mots notés sur le papier par le poète. On s'en est un peu dans les lieux communs sur le rapport entre peinture et poésie. Pour évoquer le lieu où se passe la scène, Vinci a représenté l'Arno en bas, cette figure allégorique, sur toute la largeur de la composition, car cette tour est proche du fleuve. On y voit aussi une vieille femme nue, squelettique, terrifiante, qui représente la faim, telle à peu près que la décrit Ovide. Voilà, sommet de la composition. La cire achevée, Piero coula le grand bronze, elle plut énormément à tous, à la cour comme ailleurs, et elle a été jugée exceptionnelle. Pour Piero da Vinci, selon Vasari, le principal enjeu était d'entrer en émulation avec le poème de Dante, en trouvant les moyens visuels, très proches de ceux d'un Michel-Ange, de traduire les idées et figures du style du poète, et de restituer surtout son caractère horrible. En cela, il se fait traducteur du texte à l'image, mais un traducteur dans l'esprit de ce que Roger Zubert a pu appeler dans un autre contexte des belles infidèles. Parce qu'il ne va pas coller à la littéralité du texte. Il va l'éclairer par des moyens s'ajoutant au texte, et qui, dans le relief de Pialino, sont essentiellement allégoriques. La figure de l'Arno, la figure de la famine n'existe pas dans le texte de Dante. Ce sont des ajouts pour allégoriser, d'une part, par le dieu fleuve, hein, le fait que la scène a lieu près de l'Arno, et d'autre part, la figure de la faim au sommet de la scène, qui, comme l'indique Vasari, renvoie à un célèbre passage des Métamorphoses d'Ovide, au livre 8, où Cérès décide d'infliger un châtiment à Érysicton en faisant appel à la déesse de la faim, et effectivement, à la traduction, la description par Ovide de la famine correspond très exactement à la façon dont Piero da Vinci va représenter la faim qui se couronne. Donc on voit qu'il y a une sorte d'intégration dans le texte de Dante d'un petit motif ovidien qui n'existe pas dans le texte de Dante. Et que donc qui a introduit un vocabulaire allégorique, clairement allégorique, dans le texte de Dante. Cette conception où s'entremêlent les moyens proprement plastiques aux références textuelles, et qui de ce fait refuse finalement à l'image une complète autonomie vis-à-vis de sa source poétique, et celle qui prévaut jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Je donne un autre exemple qui est assez intéressant, qui est donc cette estampe gravée par Théodore Gall entre 1593 et 1597, d'après l'invention de Johannes Stradanus, un peintre et graveur néerlandais qui avait travaillé à Florence, notamment, et qui avait collaboré avec Vasari, et qui a probablement en tête d'ailleurs la description du peintre toscan. À mon avis, c'est une sorte... C'est-à-dire que le bas-relief de Piero da Vinci est une mise en image du texte, et cette estampe est en fait une mise en image de la description par Vasari du bas-relief
de Piero da Vinci, que on n'est pas du tout, c'est pas du tout évident qu'il était connu à l'époque. On retrouve l'idée de la figure allégorique de la faim dans un des écoinçons, la partie supérieure gauche, ainsi que celle des dieux fleuves, qui est ici, vous le voyez, à laquelle Gallet va ajouter une référence directe au Tibre antique du Capitole. Donc, il y a une référence qui est ajoutée encore à la référence. Il est intéressant de constater toutefois les efforts déployés par Stradamus pour ancrer davantage sa représentation dans le texte même de Dante. Et pour cela, il utilise le clair-obscur. L'artiste, en effet, divise la composition dans sa profondeur. Au premier plan, vivement éclairé, la figure du dieu fleuve, associée aux 4 cartouches d'angle et au poème du poète flamand Cornelius Kilian, qui propose au fond une glose allégorique du texte de Dante, qui n'est pas dans le texte. C'est donc une sorte d'ajout. Et l'ajout, il est en quelque sorte visibilisé par les teintes claires. Et c'est en fait, on pourrait dire que c'est la voix du graveur qui s'ajoute à la voix de Dante lui-même, qui raconte le récit d'Ugolino. Mais au deuxième plan, plongé dans la pénombre, c'est en revanche le récit même de Dante et d'Ugolino qui est restitué. Et là, avec beaucoup plus de précision que chez Pialino, notamment dans le traitement de l'espace. Dans le fond, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais est représentée la porte du bas de l'horrible tour, qui est déjà enclouée, selon le terme de Dante. Et on voit aussi le soupirail évoqué par Dante et par lequel Ugolino a vu d'abord parader l'archevêque pendant sa chasse. Vous vous souvenez qu'il parle d'un loup, et on retrouve la figure du loup juste derrière la figure du dieu fleuve. Loup qui est entre chien et loup, entre l'ombre et la lumière, donc il est dans une position un peu intermédiaire qui est intéressante. Il appartient à la fois au récit dantesque, c'est le loup chassé par Lugelli, et à son interprétation. À mon avis, une illustration probable et fort frolentine de la cruauté de l'archevêque, mais aussi de l'ancienne cruauté du tyran. Donc, vous voyez ici comment se joue un commentaire visuel du texte de Dante. Il est probable d'ailleurs que ce soit ici un moment précis qui est représenté par Stradamus, et qui explique que l'artiste soit aussi le premier à représenter l'un des fils d'Ugolino s'adressant à lui. Vous le voyez ici à droite, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un fils qui est moitié assis, moitié debout, et qui s'adresse à son père. Donc là, il y a un dialogue qui s'émet, qu'on ne voit pas dans les scènes précédentes. Et à mon avis, le passage, c'est vraiment ce moment, lorsqu'un mince rayon se fut glissé dans le triste cachot, donc il réutilise le soupirail pour faire entrer les rayons, et quand je vis mon propre aspect sur leurs 4 visages, mes 2 mains de douleur, je les mordis, et qui donne ce geste, et eux, pendant que c'était par désir de nourriture, aussitôt se levèrent, le geste de la figure à droite qui semble se lever, et dire « Père, nous aurons moins mal si tu manges de nous, ces pauvres chairs, tu nous en as vêtus, défais-nous-en. » Donc c'est vraiment ce moment précis qui est présenté. Donc vous voyez qu'ici, cet instant, elle propose une sorte de point de bascule. On n'est plus dans une représentation générique, symbolique, allégorique, qui ajoute au texte. On est dans une représentation qui cherche à se rapprocher d'une forme de littéralité et à faire coïncider l'image et le texte. Et c'est dans cette direction qu'on va aller à partir du XVIIIe siècle. Alors le relief de Piero da Vinci demeure dans les collections familiales des Martini jusqu'au début du XVIIIe siècle, et après 1715, il est acheté par le peintre anglais Henry Trench, chez qui Richardson a ainsi pu admirer l'œuvre du sculpteur italien, qui, malgré sa longue analyse par Richardson, demeure en réalité assez confidentielle au XVIIIe siècle. On n'a pas vraiment de traces d'une imitation par les artistes. En revanche, il est frappant de constater que le thème d'Ugolino en prison devient extrêmement présent dans la peinture anglaise à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. Quelques exemples, parmi d'autres. Henry Fuseli, dont un dessin sera exposé le 24 septembre dans l'exposition. Il y revient à plusieurs reprises, entre 1770 et ces dernières années. Dans son sillage, William Blake propose lui aussi une interprétation plus mystique du poème de Dante. En Italie également, vous avez des artistes qui se penchent sur l'histoire. Je pense Florentin Luigi Sabatelli ou au Tyrolais Joseph Anton Koch. C'est en France, toutefois, que le thème d'Ugolino devient omniprésent, surtout au XIXe siècle. Et évidemment, le thème intéresse les romantiques. On peut penser à Théodore Géricault, à Eugène Delacroix. Puis ensuite, les sculpteurs se saisissent du thème. Je pense évidemment à Jean-Baptiste Carpeau, qui livre d'abord une estampe en 1860, puis ensuite réalise une série de dessins autour du thème d'Ugolino, pour aboutir finalement à cette très fameuse statue, réalisée d'abord en bronze, puis en marbre, et qui se trouve conservée
au Metropolitan Museum de New York. Chez les sculpteurs, vous avez aussi Rodin, qui naturellement l'intègre d'abord dans une série de dessins, dans ce marbre, dans ce plâtre, et ensuite finalement dans la fameuse porte de l'enfer, naturellement. Ugolino est donc entré dans la culture visuelle populaire, tellement entré d'ailleurs qu'on le voit dans des caricatures. The Modern Ugolino, or The Wick Tower of Famine, dans un ouvrage qui est une sorte de petit journal de caricature. Donc il devient une figure tellement connue qu'on fait référence à Ugolino. La chose la plus amusante, c'est un rébus que j'ai trouvé dans la presse française. Difficile le rébus si on ne connaît pas la solution, je vous le dis, c'est Hugolin, Victor Hugo, Hugolin a, dit-on, 7 enfants afin de leur conserver un père. Pardon. Hugolin mangea, dit-on, ses 5 enfants afin de leur conserver un père. Compliqué, mais ça montre qu'à l'époque, Hugolin, la figure d'Ugolino est devenue une sorte de personnage populaire de la culture. Et intéressant en France, c'est Hugolin comparé à Victor Hugo, donc ça devient vraiment une sorte de figure qui synthétise, qui condense aussi un nouveau goût pour Dante, évidemment, dans la littérature et le théâtre romantique. Pourtant, dans toutes les œuvres que je vous ai montrées, est-ce seulement à Dante que l'on doit ce succès? Eh bien, je ne suis pas certain. En effet, quand on observe ces différentes lectures du récit dantesque, on est frappé de constater une série de points communs. D'abord, une suppression quasi systématique des figures allégoriques, pour se concentrer sur l'espace de la prison, serré par un cadrage à la manière d'un huis clos, très terre en clair-obscur. Ensuite, un intérêt fréquent pour la représentation frontale, presque hiératique d'Ugolino, qui semble faire face au spectateur, le prenant à témoin. Et enfin, une insistance beaucoup plus grande sur les enfants, qui, le plus souvent, interpellent directement leur père en lui demandant de les sacrifier pour éventuellement se sauver. Or, ces solutions formelles, nous ne les devons pas à Dante, à proprement parler, mais à la relecture de l'histoire d'Ugolino la plus célèbre du XVIIIe siècle. Je veux parler du tableau peint par Joshua Reynolds entre 1770 et 1773, et qui sera gravé ensuite, en manière noire, l'année suivante par John Dixon, ce qui va d'ailleurs procurer à l'œuvre une célébrité européenne. Faisons à présent la genèse de cette œuvre. L'idée semble germer dans l'esprit de Reynolds durant le mois de juin 1770, si on regarde sa correspondance. Attention, Reynolds est l'ami d'un certain nombre de personnes que j'ai déjà citées. Il est l'ami de Giuseppe Valetti, il est l'ami de Joseph Watson, et il est l'ami de Charles Burney. Tous les trois ont traduit. D'ailleurs, les 3 portraits sont de Reynolds. Il est donc au cœur de ce que j'oserais appeler l'Ugolinomania, qui s'empare alors de la Grande-Bretagne. Je précise qu'il est, Reynolds, on le sait de source sûre, lecteur de Thomas Gray, mais aussi de Jonathan Richardson, qu'il connaît par cœur. Donc, il est probable que même si l'idée germe dans les années 1770, c'est une idée qu'il avait très jeune. On sait que Richardson, c'est sa première lecture théorie artistique. Donc, très probablement, il a l'idée très tôt d'essayer de défier Dante et Michel-Ange. On sait qu'en 1773, là je vous montre tout simplement Richardson et Gray, donc on sait qu'en 1773, Reynolds achève son tableau qu'il expose à la Royal Academy, dont il est président, 2 ans avant que le tableau ne soit vendu à John Frederick Sackville, 3e comte de Dorset. Comme il se doit, dans ce tableau, je reviendrai dans un instant sur la description du tableau dans le livret du catalogue. Très intéressant. Comme il se doit, il fonde la figure d'Ugolino sur une figure de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, la Minadab, qu'il a probablement étudiée, non pas directement, mais d'après une estampe gravée par Adamo Scultori ou Giorgio Ghizzi, on ne sait pas exactement encore aujourd'hui. C'est intéressant de voir qu'il thématise par l'emprunt à Michel-Ange l'émulation qu'il réalise face aux poètes et face aux peintres sculpteurs. Non sans raison, il calque également la figure allongée d'un des fils de Ugolino sur l'attitude du Christ dans la lamentation sur le corps du Christ mort de Annibale Carracci, qu'il avait eu l'occasion d'admirer dans les collections du duc de Chartres, futur duc d'Orléans, au Palais Royal de Paris, lorsqu'il a visité le Palais Royal du 21 au 23 septembre 1768, 2 ans avant de forger le projet de son tableau. Évidemment, ces éléments permettent à la fois à Reynolds de s'inscrire en émulation avec Michel-Ange, mais aussi de garder cet arrière-plan moral et chrétien, disons.
L'œuvre de Reynolds rencontre un succès considérable. La plupart des commentateurs insistent sur son caractère terrible. Je vous cite ici un passage du Public Advertiser, un journal qui recense de nombreux critiques de la Royal Academy. Sir Joshua Reynolds a cette année surpassé toutes les plus grandes attentes que l'on nourrissait à son égard pour le nombre et l'excellence de cette production. Je suppose que le comte Ugolino et ses enfants dans le donjon est désormais la plus importante des peintures d'histoire de ce maître. Il m'ironise un peu parce que c'est une des toutes premières. Son expression est très forte et extraordinairement belle. Le cœur obscur est audacieux et les couleurs entrent en harmonie de la meilleure façon. Bref, c'est un bon tableau. Et si la même excellence avait été employée à un sujet plaisant, il aurait enchanté, tout comme il terrifie maintenant le public. Alors on dit souvent que les spectateurs de l'exposition étaient terrifiés par le sujet, tout simplement parce qu'ils le connaissaient, évidemment. D'autres critiques insistent sur la manière dont le peintre a su trouver les moyens proprement visuels de traduire le caractère spécifiquement sublime du récit de Dante, en insistant, j'y reviendrai, sur le regard fixe du père, qui, face aux souffrances endurées par ses enfants, semble interpeller directement le spectateur, l'appelant à l'aide, ou lui demandant à l'avance pardon du crime innommable qu'il pourrait s'apprêter à commettre. C'est une admirable production et un exemple récent de ce qui a été considéré comme une caractéristique singulière de la nature humaine, que nous ne manquons jamais d'être charmés par la description ou la représentation talentueuse de ces objets, dont la vue réelle nous emplit de souffrance et peut-être même de terreur. Là, c'est vraiment une lecture burkienne du tableau, puisque, comme vous le savez, le sublime, c'est le plaisir pris à regarder quelque chose qui devrait nous terrifier et nous mettre en danger, mais nous sommes en quelque sorte protégés par la distance de la représentation. C'est vraiment ici une lecture burkienne. Si ceci provient du plaisir que nous prenons à voir avec quelle perfection l'art peut imiter la nature, ou en comparant notre confort et notre sûreté présents avec l'angoisse que nous pourrions ressentir, ou le danger que nous pourrions courir, si les objets se trouvaient effectivement devant nous, je ne le saurais dire. Mais le fait semble établi sans le moindre doute. Le conte tel qu'il est dessiné ici par Sir Joshua est le parfait portrait du désespoir. L'un de ses fils est mourant près de lui, un autre cherche à soulever son corps moribond du sol, et tous les autres survivants regardent avec la plus grande ardeur et sollicitude vers leur père, qui semble totalement absorbé par son désespoir et, comme l'exprime joliment Dante, presque transformé en pierre. Intéressant parce que ça n'est pas dans le texte. Bon. C'est une interprétation de la partie où il s'immobilise en réalité. Maintenant d'ailleurs, c'est pas un texte qui serait pas signé de Burke, tellement il est burkien ce texte. On sait que Burke a signé un certain nombre de comptes rendus, tous ces comptes rendus sont anonymes. Et Burke, je le rappelle, c'est un grand ami de Reynolds également. L'estampe gravée en manière noire par John Dixon en 1774 permettra de contribuer davantage encore à la renommée européenne de l'œuvre de Reynolds et au sujet dantesque qu'il illustre. On sait que le peintre anglais en offre une copie, donc cette estampe, à un sculpteur français, Étienne Maurice Falconet, peu de temps après que Charles Cathcart, 9e Lord Cathcart et ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg, n'eût fait l'éloge du tableau au sculpteur français. Je cite ici l'éloge par ambassadeur à Falconet. Le sujet du tableau de M. Reynolds est l'histoire du comte Ugolino, mort de faim avec ses 4 fils en prison. Un de ses fils tombe en agonie, un autre veut le secourir, un troisième se cache à moitié le visage, le quatrième, tout petit, est effrayé au genou de son père. Tous les regards sont fixés sur cet infortuné père, mais il est absolument pétrifié de désespoir. Il ne voit plus, il n'entend plus. Je ne crois pas qu'il existe au monde un tableau de la même force d'expression. Il n'est pas possible de le regarder un instant sans être saisi d'une horreur que le poète même n'a pu éveiller. Et je l'atteste, ce n'est pas sans émotion que je vous le décris. Là, Cathcart nous dit que Reynolds a surpassé Dante. C'est un élément intéressant. D'autres spectateurs, je le note tout de même, sont plus critiques et moins convaincus que de l'œuvre de Reynolds. Je vous citerai ici une critique du Morning Chronicle. Monsieur, j'aimerais savoir pour quelle raison vous appelez votre portrait du comte Ugolino une peinture d'histoire. Selon l'histoire, le comte n'avait que 2 fils et 2 neveux. Vous auriez donc dû faire écrire dans le catalogue qu'il s'agit d'une œuvre fabuleuse, puisque vous vous êtes écarté de l'histoire et avez suivi l'invention dedans. Alors donc c'est intéressant, lui, critique un peu cuistre, nous dit, la réalité c'est Villani qui la donne, c'est pas Dante. Donc c'est pas une peinture d'histoire, c'est une fable. Je me demande si vous n'avez pas été entraîné dans cette erreur concernant l'histoire italienne, parce que nous voyons toujours traîner à vos basques ce célèbre sycophante italien au sang chaud que vous avez été trop bon de protéger à vos dépens. Le sycophante italien, c'est Giuseppe Balletti, que je citais tout à l'heure, qui est un grand ami de Reynolds. Donc là, un peu de raillerie londonienne assez typique. Toutefois, c'est intéressant de souligner que cette critique concerne le genre du tableau. Est-ce que c'est une peinture historique qui représente l'histoire, ou est-ce que c'est une peinture d'histoire, c'est-à-dire une fable? C'est intéressant de souligner ici qu'il y a un jeu
un jeu d'équivoque à l'époque. On sait que, par exemple, dans les légendes d'Ossian, Ossian, il y a ce jeu entre un poème inventé par James Macpherson, mais qui tente de créer une sorte de, après coup évidemment, a posteriori, une sorte de littérature ancienne, antique, quasiment anglaise. Donc il y a aussi à l'époque cet intérêt pour le passé de la littérature anglo-saxonne, et donc ici il y a une sorte de jeu sur les réflexions entre histoire et fable, entre histoire et mythologie. Mais au-delà de ces éloges et de ces critiques, l'œuvre est frappante dans l'ambition qu'elle formule d'être une véritable traduction visuelle du poème de Dante, en tentant de restituer aussi bien les intentions de l'auteur, ou tout du moins les intentions imaginées par Reynolds, que les techniques poétiques convoquées pour cela. Et cette traduction relève, pour ainsi dire, d'un double déplacement. Premier de ces déplacements, le choix des éléments à prendre en compte dans le poème. Ouvrons la page du livret, distribué aux visiteurs du salon de la Royal Academy durant l'été de 1773. Voici comment l'œuvre de Reynolds est présentée. Le comte Ugolino et ses enfants dans le donjon, tels qu'ils sont décrits par Dante dans le 33e chant de l'enfer. Une mention suivie de 5 vers rendus en italien, dont la traduction littérale pourrait être « Je ne pleurais point, pétrifié en dedans », c'est là que se trouve le vers sur la pierre, pétrifié en dedans. Eux, mes enfants, pleuraient, et mon Anselmuccio dit « Comme tu regardes, père, qu'as-tu » fermez les guillemets, mais je contins mes larmes sans répondre, toutes ces journées et la nuit suivante. Cette description de l'œuvre se veut un manifeste de la littéralité avec laquelle le peintre aborde le poème de Dante, dont le nom, l'œuvre, le livre et le chant sont cités dans la description du livret, et dont les vers sont restitués non traduits, comme pour dire que Reynolds ne va pas s'intéresser à une divine comédie de seconde, de troisième main, il va regarder le texte italien. Il se veut le plus proche du texte possible. Et à la différence des poètes britanniques du XVIIIe siècle, qui s'interrogent sur le cannibalisme réel ou supposé du conte, Reynolds laisse cet aspect de côté, car il ne souhaite pas trancher la question, pour se concentrer sur un seul aspect de l'histoire, qui est le moment où le père comprend qu'il va mourir avec ses 4 enfants, tout simplement. Les paroles d'Ugolino, faut-il le rappeler, succèdent, ces paroles qui sont retranscrites dans le livret, succèdent immédiatement à l'épisode du soupirail et du verrouillage de la porte, que Reynolds condense en un seul et même motif, qui est la fenêtre vue de biais, qui est une idée qu'on retrouvait dans l'estompe que vous avez vu tout à l'heure de Galles, dont les barreaux rappellent avec économie le cachot dans lequel sont enfermés les 5 hommes. Donc au lieu de mettre une porte qui symbolise la prison fermée et un soupirail, il condense ces deux motifs en un, une porte barrée, qui veut dire à la fois prison et à la fois renvoyant au thème du soupirail, et permettant de justifier d'ailleurs ce clair-obscur extrêmement marqué. Le déplacement concerne donc le choix du récit illustré, mais il concerne aussi l'effet que Reynolds souhaite produire sur le spectateur. Et pour mesurer la portée de cet effet, moi je vous propose de revenir au texte de Falconet, que j'ai cité tout à l'heure, ce sculpteur, qui explique très précisément comment il a ressenti, non pas le tableau, qu'il ne l'a jamais vu, mais l'estampe qui en a été tirée. Et qui consiste en une comparaison des procédés poétiques de Dante et des procédés picturaux de Reynolds. Falconet, c'est un sculpteur extraordinaire, c'est aussi un théoricien de l'art, tout à fait sous-estimé, d'ailleurs dont les œuvres complètes ont été publiées en Suisse. Voici le début du texte, j'en citerai à plusieurs endroits. Le poète et l'orateur vous font passer dans l'esprit par succession tout l'intérêt du sujet. Ils vous conduisent et vous entraînent jusqu'à la catastrophe par des situations progressives. Et si, comme le peintre, il n'avait qu'un instant à vous présenter, il vous toucherait bien plus faiblement que le peintre. Si le Dante vous eût dit seulement, en parlant du conte Ugolino de ses enfants, Gaddo à mes pieds se jeta étendu, disant « Mon père, es-tu m'aides si peu, il mourut là, et comme tu me vois, je vis tomber un à un les 3 autres », s'il s'en fût tenu là, vous conviendrez qu'il ne vous eût pas saisi d'horreur. Choisissez dans son récit la circonstance qui vous plaira, qu'un peintre la représente, et vous avouerez que l'objet ainsi présent l'emporte sur la description. Et vous sentirez que la peinture, qui n'a qu'un instant, est faite pour l'âme. Je vous en offre encore une preuve, mais elle est forte. Peignez sur la toile ce que vous dit Sévère. Il reprit le triste crâne entre ses dents, qui fut forte comme d'un chien pour briser l'os. Je précise que c'est exactement ce que va réaliser Carpeaux dans son instant. Il est possible que Carpeaux ait pu lire le texte de Falconet, se dire que c'est vraiment ce moment-là qu'il faut représenter. Vous reculerez d'indignation à la vue, de cette horreur, de cette atrocité peinte.
La nature se soulèvera. L'âme ne recevra point cette horreur subitement présentée. Il lui faut des préparations et la nature se révolte encore. Mais lisez la fin du 32e chant. Imaginez-en le tableau peint, où vous verriez un homme affamé, enfonçant sa tête dans le crâne d'un autre homme qu'il tient sous lui, et mangeant comme du pain sa cervelle jusqu'à la nuque. Quand je vis deux gelés dans un trou, le chef de l'un coiffant, etc. La vue de cet acte abominable, de cette rage infernale d'assouvir une vengeance aussi horriblement féroce, nous outragerait à un tel excès qu'elle ne pourrait entrer dans l'âme la moins délicate. Donc là, il reprend le thème d'Horace, il dit, si on voyait ça véritablement, ça serait obscène, au sens étymologique. Mais ce même Ugolino dans la tour, Niobé, Laocoon, Agamemnon, doivent vous imprimer toute la douleur qu'ils ressentent. Cette douleur doit donc se manifester dans les traits de leur visage. Nous devons donc l'y voir et rejeter de petites et froides dissertations poupines qui prétendraient qu'un homme, qu'un père souffrant ne doit pas moins avoir l'air d'un beau-fils. Là, il l'ironie sur Winckelmann. Bon. Ou bien qu'il doit avoir l'attention de mettre un voile sur son visage afin de ne blesser ni la décence ni notre délicatesse. Surtout quand il voit cruellement périr ses enfants et qu'il périt lui-même. Référence au sacrifice d'Agamemnon. Certains disent qu'au XVIIIe siècle, on ne peut pas représenter Agamemnon sacrifiant sa fille Iphigénie, il faut voiler son visage. Alors, là, Falconet se moque, tout simplement parce que voiler un tableau, dans un tableau, si vous mettez un voile, vous ne voyez rien. Alors que dans une poésie, vous pouvez savoir, faire deviner ce qui se passe sous le voile. Et là, il ironise sur cette solution possible. Oh, le beau petit chef-d'œuvre de bienséance que ce serait. Sans voile et sans avoir égard à sa sublime considération, M. Reynolds a fait un tableau expressif. Il est vrai qu'il n'a pas fait Ugolino se dévorant les mains, se traînant à quatre pattes. Il a su choisir dans le poète. Il ne lui pas fait non plus dans les enfers, les yeux hagards, enfonçant dans un malheureux crâne ses dents aussi fortes que celles d'un chien. Mais connaissant les convenances, ainsi que l'étendue de son art, il s'est autant éloigné de l'excès d'horreur dégoûtante et révoltante que du faible et maladroit subterfuge d'un voile. Pour Falconet, qui s'interroge ici sur les moyens et les possibilités de traduire dans une image les effets et les procédés d'un poème, on est vraiment dans le siège du Laocoon de Lessing ici, l'invention de Reynolds est supérieure à celle de Piero da Vinci. Dans la mesure où Piero da Vinci a voulu une œuvre allégorique, didactique, alors que pour Reynolds, il s'agit de se débarrasser de tous ces éléments didactiques qui pourraient mieux contextualiser la scène, mais qui lui enlèveraient sa dimension tragique. Pietro da Vinci, se trompe sur le prénom, pas très grave, sculpteur italien et contemporain de Michel-Ange, fit le même sujet en bas-relief, sans doute il était beau. Il reprend la description de Vasari, mais il lui ajoute à chaque fois une petite critique, en expliquant si au-dessus des personnages on voit une figure allégorique de la famine, et qu'en bas on voit aussi couler l'Arnaud, c'est en voulant jeter de la clarté dans un sujet, y introduire du partage et peut-être de la confusion. Donc il ajoute de la clarté du point de vue du rapport au texte, mais il ajoute de la confusion du point de vue visuel. Le choix de M. Reynolds me paraît préférable, soit par la simple vérité historique, soit par la gradation plus touchante et la diversité dans les actions des fils, soit par l'anéantissement du père à la proposition étrange du plus jeune de ses enfants. Sur un point, au moins, la défense de Falconet est toutefois incomplète, et j'en terminerai par là. Il explique qu'en effet, Reynolds a fait le choix de ne pas représenter Ugolino dans l'action la plus horrible que l'on puisse imaginer, mais aussi de ne pas voiler le visage d'Ugolino. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, Reynolds est le premier artiste, à ma connaissance, à avoir représenté la figure d'Ugolino strictement de face, sur le modèle, on l'a dit, de Michel-Ange, les yeux hagards, comme plongés dans une semi-pénombre. Il y a donc bien deux voiles qui s'interposent entre le spectateur et le visage d'Ugolino. Le voile d'abord de l'ombre, qui semble lentement prendre possession des traits de son visage, que je propose d'identifier, comme le poème de Dante lui-même, aux enfers qui s'ouvrent devant Ugolino, et dans lequel il sera plongé après sa mort. C'est les ténèbres qui s'emparent de son corps, finalement. Cette ombre qui s'empare d'Ugolino, c'est le signe réel, plus concret qu'allégorique, de la damnation qui lui est promise. Il va partir aux enfers. Mais il y a un autre voile qui nous sépare d'Ugolino, et qui avait été théorisé quelques années plus tôt par Denis Diderot dans son discours sur la poésie dramatique. Je cite, « Soit donc que vous composiez, soit que vous jugiez, ne pensez non plus au spectateur que s'il n'existait pas. Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, et jouez comme si la toile ne se levait pas. » C'est le fameux quatrième mur
mur présent, mais mur invisible en quelque sorte, ou plus exactement un voile opaque pour les figures et transparent pour les spectateurs, une glace sans teint qui permet de saisir le regard effrayé d'Ugolino sans que ce dernier n'ait le sentiment d'être épié, créant ainsi, et dans le même moment, une absorption et une théâtralité que Michael Fried, dans un livre célèbre, a eu tendance à distinguer. Ici, il me semble qu'il y a à la fois absorption, on a le sentiment que la figure est repliée sur elle-même, dans son monde, et théâtralité, au sens où la figure nous dit quelque chose sans le vouloir. Elle s'adresse à nous. En opérant ainsi, l'Ugolino de Reynolds fait véritablement œuvre de traducteur, en faisant appel aux ressources spécifiques de son art, plutôt qu'en cherchant à transposer les procédés du texte dantesque. Ce jeu entre le regard aveugle de son personnage, Vasari ne dit-il pas après Dante qu'Ugolino est aveugle, est perdu de douleur, cette idée de la perte de la vue, ça joue aussi dans cette idée d'un homme qui nous regarde avec un regard qui est vide en quelque sorte, et le regard omniscient et omnivoyant du spectateur, qui dans le poème de Dante correspond aussi bien à celui du lecteur qu'à celui de Dante lui-même, écoutant avec effroi le récit de Guilino. Tout cela n'est possible que dans la mesure où la peinture est un art visuel, une poésie muette, qui ne peut rien dire, mais dont la puissance tient dans sa capacité à montrer, à placer sous les yeux des spectateurs et laisser ces derniers aux productions de leur imagination. Sans doute l'efficacité de la traduction de Reynolds explique-t-elle qu'elle a elle-même fait l'objet d'imitations plus ou moins célèbres, qui sont elles-mêmes en quelque sorte des traductions. On peut penser par exemple au licteur rapportant à Brutus les corps de ses fils, où Jacques-Louis David confronte le spectateur au visage pathétique de ce père qui a fait primer la patrie sur la vie de ses propres enfants, et que l'on voit comme dans Ugolino, dans l'ombre, le regard vers le spectateur, et comme isolé de la scène. On peut aussi penser au retour de Marcus Sextus, de Pierre-Narcisse Guérin, à laquelle Madame de Staël répond dans son roman Delphine en 1802, comparant les effets que produisent sur elle la poésie et la peinture. Il me frappa tellement qu'à l'instant où je le regardais, je me sentis baigné de larmes. Vous savez que de tous les arts, c'est à la peinture que je suis le moins sensible, mais ce tableau produisit sur moi l'impression vive et pénétrante que jusqu'alors je n'avais jamais éprouvée que par la poésie ou la musique. Il représente Marcus Sextus, revenant à Rome après les proscriptions de Sylla. En rentrant dans sa maison, il retrouve sa femme étendue sans vie sur son lit. Sa jeune fille au désespoir se prosterne dans ses pieds. C'est intéressant que Madame de Staël, pour reconstituer les faits, doit réécrire finalement le texte. Et sans doute a-t-elle du plaisir à le faire. L'excès de l'agitation de l'âme semble lui commander l'inaction du corps. Et là, c'est des choses que seule une romancière peut écrire, évidemment. La lampe s'éteint, le trépied qui la soutient se renverse, tout rappelle la mort dans ce tableau. Il n'y a de vivant que la douleur. Je fus saisi, en le voyant, de cette pitié profonde que les fictions n'excitent jamais dans notre cœur sans un retour sur nous-mêmes, et je contemplais cette image du malheur, comme si, dangereusement menacé au milieu de la mer, j'avais vu de loin sur les flots les débris d'un naufrage, topos du sublime, le topos lucrétien du spectacle terrifiant vu du naufrage. Autant de réinterprétations d'une œuvre de Reynolds qui, à sa manière, a pu faire survivre les beautés effroyables du poème de Dante jusqu'à l'aube terrible du romantisme naissant. Je vous remercie de votre attention.